Merci Marielle, je suis vraiment, j'étais déjà infiniment heureux et reconnaissant d'être là aujourd'hui, mais là je deviens gêné deux fois parce que c'est à la fois par la manière généreuse dont tu as présenté les choses, mais aussi parce que tu as déjà tout dit d'une certaine façon. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de cette occasion. C'est une occasion parmi plusieurs qu'on a déjà pu avoir une fois dans le séminaire qu'on organise à l'ENS sur le moment du vivant. Il y a déjà presque 2 ans, non, ou un an, c'était il y a un an. On s'est retrouvés aussi dans le séminaire d'Anne que tu as évoqué, le séminaire sur Animaux, dans le programme Animaux, écrit à la Déridienne, en MOTS, et puis dans un récent colloque de Cerisy aussi, où on a eu des occasions de discuter, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors avec Anne, on vous propose de procéder de la manière suivante. Je vais parler un quart d'heure, 20 minutes de la manière, enfin en reprenant d'ailleurs ce que Marielle a indiqué, de ma propre manière de rencontrer la question du vivant, et terminer par une ou deux questions posées à Anne qui va embrayer et passer de la même façon, revenir de la même façon à notre discussion, et après on espère ouvrir la discussion entre nous et l'ouvrir avec vous. Donc, merci beaucoup pour cette occasion, encore une fois. Ce que je voudrais essayer de faire très brièvement, c'est souligner deux aspects, comment la réflexion sur le vivant que je vais essayer de vous présenter se situe au carrefour de deux aspects qui seront aussi la source des deux questions que je poserai à Anne. Deux aspects extrêmes. Et peut-être que d'une certaine manière, le travail d'Anne se situe d'emblée au milieu de ces deux aspects. Et donc, peut-être c'est aussi la manière, les disciplines d'où l'on vient, les pratiques d'où l'on vient, qui font que peut-être je pars de deux aspects extrêmes et j'arrive vers les questions mixtes au milieu. Peut-être qu'Anne part directement du mixte, peut-être de l'écriture du vivant est déjà un mixte comme tel. Le vivant dans l'écriture, et je pense qu'il y a aussi cette manière de faire. Il y a les thèmes, les questions, comme tu l'as dit, mais il y a aussi les méthodes de les approcher. Et peut-être qu'un des rapports entre philosophie et littérature, c'est que la philosophie se porte aux extrêmes, mais doit bien arriver à l'expérience et au mélange des points extrêmes. Et l'écriture, la littérature, peut-être part de cette expérience elle-même et en dégage des problèmes. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, alors je sais bien que notre propos ne porte pas sur les relations entre philosophie et littérature, mais c'est quand même un des aspects. Ce n'est pas un hasard. Si une question devient importante, elle sera importante aussi dans les relations entre philosophie et littérature à un moment donné. C'est presque un critère, d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a l'un des signes que la question du vivant est importante, c'est qu'elle fait redémarrer en effet la philosophie dans beaucoup de domaines, mais aussi la littérature. Et qu'on retrouve un intérêt, y compris pour la théorie littéraire, autant que pour l'écriture littéraire, depuis ces questions sur lesquelles Anne travaille et que Marielle a évoquées. Et d'ailleurs, il y a les questions de Marielle elle-même, que vous connaissez bien sûr ici très bien, mais la question du style, par exemple, entre autres, et de la forme de vie entre existence et écriture, est aussi une question mixte, à mes yeux, une question charnière. Bon. Donc moi, je voudrais partir de deux points extrêmes, et esquisser la manière dont je les noue, en quelque sorte. Et puis, après, on pourra discuter, voir si effectivement, cette manière de poser le problème peut être commune, en fait, peut dessiner quelque chose de commun. Les deux points extrêmes, c'est un problème philosophique, en effet, un problème philosophique précis, et un diagnostic d'ensemble. Et au fond, Marielle l'a déjà indiqué, il y a aussi cette idée d'un diagnostic d'ensemble sur le moment présent, mais un diagnostic qui, justement, est bien sûr en partie orienté par le problème initial, mais qui le retrouve de l'intérieur. Il va le retrouver de l'intérieur. Le problème philosophique dont je voudrais repartir, comme tout problème philosophique, au fond, il est, à mes yeux, surgi de la vie.
hein. Il surgit de l'expérience elle-même et il porte sur des principes. Je pense qu'un problème philosophique, c'est toujours une question qui surgit de l'expérience, mais qui se porte d'emblée sur les principes les plus généraux qui conditionnent toute l'expérience, comme si dans certaines expériences, on s'interrogeait sur tout, hein, tout à coup. Alors, en un certain sens, ce problème, effectivement, je pense qu'il a toujours été là dans mon travail, mais en même temps, c'est seulement maintenant, hein, comme dans les livres que Marielle a évoqués, hein, que je te remercie d'avoir évoqués, que je le rencontre. Et à mes yeux, effectivement, il surgit de la vie et il porte sur la vie. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps à réaliser, en un certain sens, que c'était la question de la vie, peut-être, qui redevenait centrale pour moi aujourd'hui. Et peut-être, en effet, c'est le deuxième élément que je voudrais évoquer, en recouvrant le diagnostic général, qui redevient une question centrale commune aujourd'hui. Alors, je n'ai pas envie de dire dans tous les domaines, être maximaliste, mais c'est un peu ce que je pense quand même. Je pense qu'aucun domaine n'échappe aujourd'hui à cette question du vivant. Et cette question philosophique, hein, c'est celle que j'essaye de poser là, en effet, et je vais le dire d'une façon très simple, Marielle l'a déjà évoqué, c'est en effet l'idée que notre expérience, dans ce qu'elle a de relationnel, dans les relations et les ruptures entre les êtres vivants, et notamment entre les vivants humains. Hein. J'assume un point de départ chez le vivant humain. C'est une des questions d'ailleurs qu'on pourra discuter avec Anne, chez le vivant humain qui exprime cette expérience, hein, notamment dans du langage. Notre expérience, dans ce qu'elle a de relationnel, renvoie à un caractère ultime de la vie elle-même. Que quand on fait l'expérience d'un décès ou d'une naissance, d'un événement heureux ou malheureux, on ne fait pas seulement l'expérience d'un aspect individuel de la vie, qui est quelque chose de secondaire, qui serait une anecdote, hein, qu'il faudrait inscrire seulement dans l'être à travers un récit, à travers du langage individuel ou collectif, qui relèverait seulement de l'histoire des individus et qui n'aurait aucun fondement dans l'être réel, mais qu'elle renvoie à un caractère ultime de la vie, dans son caractère le plus littéral, corporel, biologique, hein, et qu'on ne peut pas distinguer une vie au sens narratif, la vie au sens biographique, et la vie au sens biologique. Il y a un contact entre les deux. Si nos expériences nous semblent radicales, y compris dans leur expérience subjective, hein, affective et relationnelle, si telle souffrance morale nous semble aussi violente qu'une souffrance dite biologique, peut d'ailleurs avoir le même critère, nous rendre malades ou nous faire mourir, ça n'est pas une métaphore, au sens, plutôt peut-être il y a du figuré, hein, dans le sens du mot vie, mais en tout cas ça n'est pas une illusion, ça renvoie à quelque chose de réel. Et donc mon problème, c'est vrai, que je rejoins très très lentement, c'est l'idée que nos vies, dans ce qu'elles ont de singulier, d'individuel et de collectif, donc on peut dire aussi l'histoire humaine, l'histoire de l'évolution de la vie humaine, dans ce qu'elle a d'apparemment accidentel, contingent, de créateur et de destructeur, nos vies font partie de la vie, quelque chose de réel. C'est une thèse, je dirais, métaphysique. Il n'y a pas une sorte de réalité qui serait faite uniquement de molécules ou d'organismes individuels, et puis une sorte de luxe supplémentaire qui serait le sens que nous donnons à tout ça, dans nos vies individuelles, dans l'histoire de l'humanité, dans le sens, hein, pour résumer. Il n'y a pas d'un côté le réel et de l'autre côté le sens. Le sens fait partie du réel. J'essaie ici de montrer pourquoi, par des arguments philosophiques. Hein. Par exemple, par le fait que dans certaines espèces, l'individuation fait partie de la vie réelle des corps, l'individuation relationnelle. Si nous sommes un corps ici, là je suis de telle et telle façon présent, mais on peut avoir l'impression que mon être se résume à mon organisme isolé des autres. Hein. En réalité, la thèse que je défends, c'est que les relations entre les corps font partie de la vie corporelle elle-même. Ce ne sont pas juste de la distance, du vide, du sens. Bon.
Donc il y a une sorte de réalité biologique, on peut dire, mais en un sens élargi du biologique, de nos vies en ce qu'elles ont de biographique. Donc c'est une thèse, au fond, un certain réalisme vital, je dirais, qui s'étend à la signification, à l'histoire des individus, à nos expériences, y compris morales, y compris politiques. Mais le deuxième aspect de ma thèse, ce que je voudrais défendre aussi, deuxième aspect de la thèse, et je les présente de manière symétrique, ça peut paraître un peu facile, mais c'est le fait de les tenir ensemble qui est intéressant. Deuxième aspect de la thèse, c'est que la vie à laquelle renvoient nos expériences n'est pas un fait objectif ou une essence métaphysique uniforme, mais est elle-même faite de relations, de différences et de polarités, et ne peut pas être saisie au-delà de ces différences et de ces relations. Donc nos relations renvoient à la vie, mais la vie réelle, la vie qu'étudie le biologiste, la vie qu'étudie l'éthologiste, la vie qui a quelque chose d'irréductible chez le biologiste, au moins épistémologiquement. Mais il y a, en un sens derrière, matériellement, que la même matière, peut-être, que pour les tables et les chaises. Donc, nos vies renvoient à la vie, nos vies relationnelles renvoient à la vie, mais à une vie qui est elle-même relationnelle, temporelle et polarisée, entre autres choses. Et donc, une vie qui, elle-même, on pourrait dire, est aussi toujours déjà, qui a toujours déjà du sens. Qui a du sens par différentes dimensions irréductibles. D'abord par des oppositions, parce qu'elle s'oppose à la mort. Donc je retrouve en un certain sens un certain vitalisme minimal. Pour moi, la vie est minimalement ce qui s'oppose à la mort, et on ne peut pas décrire le vivant sans le définir par le risque de sa destruction ou de son interruption. La vie est toujours aussi individuation, donc constitution de vivants différents. On ne peut pas parler de la vie, mais toujours des vivants. C'est impossible, à mon avis, de parler de la vie sans parler des vivants, y compris scientifiquement. Et donc la vie est toujours aussi relationnelle. Donc évidemment, il y a des degrés. Ce n'est pas de la même façon que la vie s'oppose à la mort chez des molécules, même dans des cellules, et pour des individus complexes, des espèces jusqu'à l'espèce humaine comprise. Et ici, il y a des métaphores problématiques. Un des livres intéressants, à mon avis, à cet égard, c'est le livre de Jean-Claude Amezen, qui s'appelle « La sculpture du vivant », qui parle du suicide cellulaire, qui, à mon avis, joue un peu le même rôle dans le moment présent, toute proportion gardée, que le livre de François Jacob, qui s'appelait « La logique du vivant », dans le moment que je pense comme structural des années 60-70. Mais c'est vrai que ce livre pose pas mal de problèmes, parce qu'il dit que les cellules se suicident. Ce qui est à mes yeux très intéressant sur le fond, parce que ça montre bien qu'on ne peut pas se passer de l'opposition vie-mort, y compris dans la biologie moléculaire, chimique, mais en même temps ça pose un énorme problème, parce qu'on ne peut au sens strict parler de suicide que pour les vivants. Peut-être pas seulement les hommes, mais en tout cas les vivants ayant un certain type d'individualité et de rapport à la mort qui n'est pas le même que celui des cellules dans un organisme. Bon. Donc voilà le problème. Le problème qui pour moi est devenu maintenant premier, c'est que nos expériences renvoient à quelque chose d'ultime dans la vie, mais la vie ne se saisit qu'à travers certains critères communs avec ces expériences. Et je dis tout de suite que ces deux aspects du problème sont aussi pour moi le lien entre littérature et philosophie, ou entre deux types d'écriture. Parce qu'on doit partir des expériences, y compris individuelles, singulières, de ce qui affecte la vie, et en même temps poser des problèmes philosophiques, conceptuels, tout à fait généraux. Et pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir, on a besoin de passer par le concept, mais aussi par l'expression, pour saisir
pour saisir cette dimension de notre vie. Si on récuse l'expression, on récuse quelque chose de fondamental, puisque l'expérience des relations et des ruptures et leur expression immédiate est d'une certaine manière pas secondaire, mais réelle. Donc voilà le problème un peu, peut-être abstraitement décrit, hein. Enfin, Anne me dira, mais vous me direz. C'est le premier aspect du problème. Le deuxième aspect, c'est donc la manière dont ce problème, et cette thèse, au fond c'est une thèse, hein, une double thèse, rejoint un diagnostic général. Un diagnostic général sur le moment présent. Et ce diagnostic, je dirais, il est double, il se porte sur un certain nombre de faits, mais qui posent eux aussi un certain nombre de problèmes. Le fait, c'est que les faits concernant le vivant franchissent, à mes yeux, un certain nombre de seuils critiques dans un certain nombre de domaines. C'est-à-dire, c'est comme ça que je définis l'idée de moment d'ailleurs, cesse d'être des problèmes locaux, localisés, pour envahir devenir, sinon des problèmes globaux, du moins des problèmes transversaux. Et je voudrais prendre deux exemples, l'un tiré de la biologie et l'autre tiré de la littérature. C'est des exemples, mais pris exprès dans des domaines très différents. Bien sûr, le premier exemple, ce serait l'exemple du rôle joué par le cerveau dans notre connaissance. Et de ce point de vue-là, je pense que le tournant cognitif auquel on a assisté dans les années 80 est plus largement un tournant biologique. Et peut-être même vital au sens large, c'est-à-dire reliant la connaissance comme activité avec un milieu, avec un... Et aujourd'hui, ça se traduit aussi par des faits majeurs, hein, certains types de rattachement de toute notre expérience, y compris relationnelle, morale, à ce phénomène biologique, qui fait que certains philosophes contemporains parlent de notre condition à travers le terme de cérébralité. Bon. Le risque que pose cette dimension, hein, comme d'autres d'ailleurs, comme la dimension de l'environnement ou du climat, c'est un risque, je dirais, d'objectivation unilatérale de notre vie, hein, comme si elle se réduisait à des mécanismes généraux en perdant ce qui fait justement aussi notre vie, c'est-à-dire l'individuation du cerveau, à travers les relations entre les corps et entre les cerveaux d'ailleurs. Donc il y a un risque de réduction, mais ce qui n'est pas une contestation du primat du cerveau ou du vivant, hein, mais qui est une contestation d'une certaine manière de penser le fait d'être un cerveau vivant aujourd'hui, ou un corps individuel aujourd'hui. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un point très important. Pour moi, l'enjeu, c'est ce qui s'oppose à la réduction de notre vie humaine, ce qui s'oppose au réductionnisme, ça n'est pas un dualisme. Ce qui s'oppose au fait de réduire la vie humaine à un cerveau objectif, ça n'est pas un dualisme, c'est pas de dire qu'il y a autre chose que le cerveau. C'est plutôt d'élargir le cerveau, ou les conditions biologiques, à l'ensemble de la vie humaine. Comment un cerveau devient individuel, reconnaît des visages et des voix, peut être atteint dans ces dimensions-là, autant que dans des mécanismes généraux. Hein. Et comment l'ensemble de la vie humaine peut être rattaché à ces conditions. Donc il y a un premier risque. Deuxième exemple, je le prendrai dans la littérature, et à travers un exemple extrême, qui aujourd'hui connaît un regain d'ailleurs de discussion dans les médias, c'est-à-dire l'exemple de l'autofiction. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Moi, dans un travail récent, on pourra en reparler avec Anne, j'ai opposé l'autofiction et un autre genre littéraire qui me paraît relier la littérature et la vie, qui est ce que j'appelle le récit de vie,
dont la limite est l'œuvre témoignage. Mais je ne vais pas en parler ici, je voudrais juste parler de l'autofiction, qui me paraît être un des signes d'un retour de la vie dans la littérature. Un retour du vivant dans la littérature. L'autre signe extrême étant justement le récit de vie, le témoignage, le récit d'épreuves vitales extrêmes dans la littérature. Quel est le risque de l'autofiction? On en a parlé dans le séminaire d'Anne. Le risque de l'autofiction, à mes yeux, c'est cette fois-ci le risque de contester la littéralité de la vie. Parce que dans l'autofiction, ce qui est prétendu, ce qui est le cœur de l'autofiction, c'est de dire il s'agit de la vie, mais en même temps, ça n'est pas la vie, ça n'est pas un témoignage, elle est brouillée par le sens, elle est reconstruite par la vie, elle est fictionnalisée. C'est bien ma vie, mais c'est en même temps un roman. C'est un roman, mais c'est en même temps ma vie. Donc d'un côté, vous avez le risque d'objectivation littérale de la vie dans le cerveau, et d'un autre côté, le risque de fictionnalisation radicale de la vie dans l'autofiction. Je dis tout de suite que dans le récit de vie, ce que j'appellerais le récit de vie d'une manière générale, le récit d'une maladie ou le récit d'une souffrance ou aussi d'une joie, d'une naissance, ou le récit des grands récits, des grandes épreuves vitales du XXe siècle, par exemple les témoignages sur la déportation ou sur la bombe atomique ou sur des expériences comme ça. Dans le récit de vie, on a toujours, non pas le mélange de la vie et du sens, mais la distinction radicale et l'articulation des deux. Dans le récit de vie, par exemple, celui qui raconte son cancer, comme c'est le cas chez certains témoins, ou par exemple, récemment j'ai travaillé sur plusieurs récits de la maladie d'Alzheimer, qui sont toujours des récits par des proches, forcément, presque toujours. Eh bien, il y a toujours deux choses, on revendique deux choses, le témoignage, le document sur l'épreuve vitale comme telle, et en même temps la création littéraire. Et on dit les deux. Si vous dites à quelqu'un c'est de la fiction, il vous dit non, ça s'est passé. Si vous dites c'est de l'histoire, il vous dit non, c'est une œuvre d'art, parce que seule l'œuvre d'art peut rendre compte de la vie. Ça va dans le sens de mon problème central, qui est de dire, aujourd'hui, on revient à la vie, mais à une vie qui exige une création et un sens. Le sens revient à la vie, c'est vital, fait l'expérience du sens dans la vie, faire les grandes épreuves vitales, au sens vraiment littéral, mais en même temps, cette vie n'est pas une chose, elle impose du sens, et l'œuvre d'art ici ne fait que reprendre notre expression dans l'expérience elle-même. Bon. Et donc, vous voyez bien comment, enfin je vais très vite, mais comment ce diagnostic général rejoint mon problème initial. C'est-à-dire qu'à mes yeux, on est aujourd'hui saturé de questions du vivant, du cerveau jusqu'à l'environnement, de l'autofiction jusqu'au témoignage, avec les épreuves historiques du XXe siècle. Ces questions sont des questions qui raniment tous les enjeux théoriques, qui marquent une rupture épistémologique, à mon avis, en effet, entre deux moments philosophiques, dans tous les domaines. Mais en même temps, elles ne sont pas des faits évidents. Il y a des problèmes et il y a des risques. Et ces problèmes et ces risques sont un peu les mêmes que ceux que j'expérimentais, que j'indiquais au début à travers le problème philosophique initial que j'ai souligné. Alors, compte tenu de ces deux éléments, je vais très vite, encore une fois, c'est la discussion qui m'intéresse, donc je passe au troisième et dernier point que je voulais souligner, c'est-à-dire la manière de les articuler. Cette manière de les articuler, elle peut prendre une forme classique que j'ai explorée aussi, comme tout le monde en fait, comme nous tous ici, je pense, c'est-à-dire à travers des analyses de certains points, de certains problèmes, et aussi un troisième élément qui est évidemment nécessaire pour faire tout ça, c'est-à-dire à la fois une approche historique, pour vérifier que c'est quelque chose de spécifique là, et une lecture des œuvres, des philosophies de la vie. Bon. Mais il y a une deuxième manière de faire, que j'essaye maintenant plus directement, et qui est au fond qui implique de combiner l'expérience de ces relations et de ces ruptures, et leur expression, le diagnostic sur le présent, et la réflexion philosophique.
Et c'est seulement par ce travail sur tous ces plans à la fois, je dirais, qui implique plusieurs écritures en même temps, parfois dans un même paragraphe, passer de l'expérience au concept et au diagnostic, et inversement, étudier les problèmes présents à travers des récits aussi bien que des œuvres scientifiques, à travers des problèmes politiques aussi bien que des... C'est seulement à travers cette multiplicité d'écritures, à mon avis, qu'on peut à la fois respecter son expérience et penser le présent. Et je dirais un mot sur ce point, il y a des points sur lesquels on va rediscuter, mais les deux sont liés finalement, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le deuil, le corps, le vivant, l'animal auquel je vais venir dans un instant sont des questions que nous ressentons comme vitales, c'est à la fois dans notre expérience, mais c'est aussi sur le fond du moment. Je pense qu'on pense aussi dans son époque. Peut-être que la moindre de nos souffrances, la moindre manière de nous considérer comme des hommes ou comme des femmes, comme des humains ou comme de telle ou telle manière comme des humains, je pense que tout le monde se pense plus ou moins comme un humain, mais se pense différemment comme humain, peut-être, ce n'est pas seulement des expériences spontanées, il y a aussi un contexte historique. Donc on a besoin du contexte historique pour affronter son expérience. Je prends même dans les aspects apparemment les plus singuliers. Même les traumatismes historiques, par exemple, on les aborde à travers, comme expérience individuelle, mais à travers des dimensions collectives. Mais inversement, on ne peut pas toujours poser les problèmes philosophiques et théoriques à travers seulement des concepts. Et il faut aussi l'expérience, leur complexité se révèle dans l'écriture également littéraire, dans l'œuvre littéraire qu'on lit, et l'écriture à laquelle on n'échappe pas. Bon. Mais qui n'est pas forcément facile à rejoindre, hein, qui s'impose, mais qui, bon. Alors il y a une autre manière de rejoindre ces problèmes, c'est évidemment, encore une fois, je dirais, d'aller d'emblée dans le mixte, sur des problèmes stratégiques. Et je pense que c'est ce que fait Anne. Donc je ne sais pas si elle est d'accord, mais je pense que c'est ce que fait Anne, c'est-à-dire partir du corps vivant dans sa différence homme-animal supposée. Bon, réelle quand même, à mon avis, mais qui est une différence entre des vivants, et qui surtout, elle aussi, pose des problèmes scientifiques. À mon avis, il y a trois grandes distinctions aujourd'hui. Il y a la vie et la mort, l'homme et l'animal, et le soin et le pouvoir. Bon, c'est un problème que je n'ai pas parlé, le soin, justement. Ouais, c'est crucial, quand même. Mais pour ce qui est de la question de l'homme et de l'animal, il est clair que dans le travail d'Anne, pour moi, ça confirme tout à fait ce que j'évoquais, c'est-à-dire ça suppose une approche philosophique et scientifique, une approche politique, et l'expression de l'écriture littéraire de tout ça, qui n'est pas un luxe secondaire, qui n'est pas une illustration, qui fait partie du problème. Pourquoi ? Parce que dans l'écriture, vous avez déjà ce mixte. Hein. Quand Anne étudie des écrits sur l'animal n'est pas seulement un thème, hein, c'est dans le style, et là on retrouve les questions de Marielle, c'est dans le style même de l'écriture que la littérature d'aujourd'hui invente un autre rapport à l'animal. C'est pas en parlant de l'animal. La question du vivant vient changer l'écriture elle-même. Et je pense que le travail sur le style ou sur voilà, pour moi, c'est une confirmation éclatante, hein, enfin, et problématisante qui se joue là, hein, d'une façon très centrale. Donc on peut partir du récit de vie clinique, médical, du récit qui, à mon avis, change aussi les conditions de l'écriture aujourd'hui, qui pose des problèmes politiques, qui pose des problèmes éthiques, qui pose des problèmes littéraires. On peut partir du récit historique, de l'écriture du vivant, masculin, féminin, humain et non humain. Hein. Mais en partant de ces mixtes-là, on va tout retrouver. Et la condition, c'est de tout retrouver. Dans les années 60, pourquoi la théorie littéraire était-elle vivante ? Parce qu'elle retrouvait tout. Parce que Barthes, dans le texte, il voyait le politique, le corps, l'amour, la mort, etc. Et d'ailleurs, sans les réduire à du texte, justement. Enfin, bon.
On pourrait y revenir, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le partage de ces questions qui fait qu'il y a un retour vers l'expérience, qui est aussi un retour vers la théorie, qu'il faut assumer, à la fois l'écriture littéraire et la théorie littéraire, je dirais, parce que les deux reviennent toujours en même temps. Impossible de faire une écriture vivante sans qu'elle pose des problèmes philosophiques de fond, donc qu'elle rejoigne la philosophie, la théorie, mais impossible de faire une théorie vivante si elle ne rejoint pas l'écriture engagée avec son propre corps, et pour affecter sa propre vie, parce que je terminerai là-dessus, on part d'un problème philosophique qui surgit de la vie, mais il faut quand même rejoindre aussi, et ça c'est la question un aspect de la philosophie de la vie aujourd'hui qui est fondamental à mon avis, qui n'est pas une métaphore non plus, que Marielle travaille aussi beaucoup, c'est la façon dont la philosophie est une transformation de la vie, dont elle sort. C'est-à-dire que la vie, c'est aussi l'objet d'une pratique qui se transforme par la réflexion et par l'écriture. Et si la philosophie et l'écriture n'agissaient pas sur nos vies, on n'y passerait pas 1 heure de peine et 2 heures de séminaire et de discussion, même avec des amis avec qui on partage toutes les questions que je viens de dire. Donc les 2 questions que je voulais poser à Anne, en dehors du fait de savoir si elle se reconnaît dans une... Bon, donc il y a la question, est-ce que tu te reconnais dans la manière dont j'ai situé la question? Mais il y a 2 autres questions. Ce serait premièrement... est-ce que tu partages le diagnostic général? C'est-à-dire, quel est ton diagnostic? Y a-t-il un diagnostic général, un arrière-plan de ton travail, qui quand même se reconnaît comme spécialisé, mais qui va plus loin, à mon avis? Et l'autre question qui est plus indiscrète, c'est de savoir s'il y a un problème singulier derrière ces questions que tu travailles. C'est-à-dire, et aussi, qu'est-ce qui fait l'unité entre ta lecture de Proust, et donc, qu'est-ce qui fait l'unité entre tes coups de sonde successifs, dans ce qui me semble à moi être un seul et même objet, ou une seule et même question. Parce que sur Proust, j'en ai pas parlé, mais on a aussi des points de recoupement, dont on va peut-être pas parler aujourd'hui, mais voilà.